on propose ce que BlackRock ne fait pas encore. Hein, c'est comme ça qu'on a été systématiquement conduit à innover dans le monde de la gestion d'actifs. On a été effectivement les premiers, je pense, à s'intéresser au Bitcoin en tant que gérant d'actifs. Hein, c'était en 2013. En 2016, on a commencé à avoir une offre sur ce sujet, une offre en mandat de gestion. Et en 2017, grâce à l'AMF, eh ben, on a réussi à ouvrir le premier fonds, ouvert au monde, investi en Bitcoin. C'était en novembre 2017. Après, on a Donc continué à innover. Ouais. c'est un C'était fonds un fonds qui est passif donc à l'époque. accessible. Il est accessible bien sûr aux institutionnels, mais aussi au retail, aussi aux À particuliers. l'époque, il était uniquement ouvert aux institutionnels. Aujourd'hui encore, un particulier ne peut pas acheter, on ne peut pas lui proposer des valeurs mobilières directement investies en Bitcoin. C'est un peu comme l'or ou le pétrole. Hein. Aujourd'hui, un particulier en France, s'il est boule sur l'or, il ne peut pas acheter un fonds or pur. Il doit passer par un fonds mine d'or. Hein, donc, Tobam a continué à offrir des fonds institutionnels qui investiraient directement en Bitcoin. Et à partir de 2020, on a ouvert des fonds un peu comme les fonds mine d'or. Hein. Aujourd'hui, un particulier qui veut se sensibiliser au pétrole, il ne peut pas acheter des barils de pétrole. Il doit acheter des pétrolières. Hein. Un particulier qui veut acheter en valeur mobilière de l'or, il ne peut pas le faire. Il doit acheter des mines d'or. Ben, c'est un peu la même chose avec l'offre de Tobam. Pour la rendre accessible aux particuliers, ben, on a fait des fonds qui investissent dans des entreprises qui elles-mêmes sont sensibilisées au développement du Bitcoin. Alors, on y viendra tout à l'heure. Je voudrais commencer par un point, c'est une tradition dans l'émission, on commence par un point marché, ensuite on va faire les actus de la semaine. Bien sûr, on va parler de stratégie, on va parler de Métaplanète, on va parler, Yves, vous en parlez tout à l'heure, on va parler de l'AMF aussi. Mais je voudrais commencer par effectivement, d'abord un petit motif de satisfaction, parce que dans des marchés boursiers chahutés, j'ai regardé, on faisait un point ce matin sur le cours de Capital B, alors ça progresse sur la journée de quelques 5%, ça progresse sur une semaine et ça progresse depuis le 1er janvier. Donc bravo Alexandre. Alors, au-delà de cette remarque, le Bitcoin est repassé au-dessus du seuil psychologique des 70 000 $. Alexandre, je vous pose directement la question, même si les détenteurs de crypto n'aiment pas parler de bear market, mais est-ce qu'on est toujours dans un bear market ou est-ce qu'on a touché un point bas et on commence un peu à rebondir? Quelle est votre lecture du marché Bitcoin? Alors, je n'ai pas le privilège d'avoir une boule de cristal. Ceci étant, ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin est toujours quand même dans un marché baissier, jusqu'à ce que le Bitcoin repasse les plus hauts qu'il a passés historiquement. Historiquement, les plus bas de Bitcoin, effectivement, sont touchés après un an environ, un an ou un an et demi après les plus hauts, les derniers plus hauts. Les derniers plus hauts ont été observés en fin d'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir attendre un an, ça pourrait être différent. Et en même temps, la volatilité qu'on observe est tout à fait normale dans l'histoire du Bitcoin. Ça a été observé maintenant déjà pour la 5e fois. D'ailleurs, la volatilité à la baisse a été plus faible que les précédents plus bas historiques, jusqu'à présent en tout cas. Et ce qu'on voit, c'est une très forte consolidation aujourd'hui autour de ces niveaux de 60-70 000 $, qui sont en fait les niveaux des derniers all-time highs, les derniers plus hauts qu'on avait eu lors du dernier cycle. Et donc, c'est assez traditionnel dans l'histoire du Bitcoin. Et en général, ce qui se passe, alors là aussi, il n'y a pas de certitude, mais en tout cas, ce qui s'est passé à répétition les 4 dernières fois, c'est que le Bitcoin, dans les 2-3 prochaines années, pourrait avoir la capacité de revenir vers ses plus hauts de 120 000, 130 000 $ et d'aller vers de nouveaux niveaux qui, si on croit effectivement à cette capacité du Bitcoin d'aller vers la capitalisation boursière de l'or, pourrait aller vers des niveaux tels que 500 000 $, 1 million de dollars, au fur et à mesure dans le cours des 10 prochaines années. Donc, peut-être qu'on n'a pas touché le plus bas, mais en tout cas, on a touché un plus bas et qui, historiquement, se veut être assez proche des niveaux les plus bas qu'on pourrait toucher ce cycle. En tout cas, si l'on croit à la possibilité d'avoir des nouveaux cycles, bien entendu, à nouveau dans le futur.
Alors, comment a réagi Bitcoin à la guerre au Moyen-Orient? On a l'impression, en fin de compte, qu'au cours des 15 derniers jours, la volatilité sur le Bitcoin a plutôt été plus faible que ce qu'on avait eu au mois de janvier. Bien, en Alexandre? fait, ce qu'on observe, c'est que le Bitcoin avait déjà relativement anticipé les risques géopolitiques, les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques et le potentiel d'une guerre en Iran. Et que précisément, comme ce qui peut se passer de manière récurrente sur les marchés, au moment où cette nouvelle a fait justement surface, eh bien, le Bitcoin est remonté justement après cette nouvelle, depuis en fait le lancement des attaques en Iran, eh bien, on observe que l'or commence à baisser comparativement au Bitcoin. Et ça, c'est tout à fait intéressant. On voit qu'il y a un renversement du cycle qu'on observait d'une surperformance relative de l'or dans un contexte justement de risque anticipé par le marché. Et à partir du moment où le risque est connu, entre guillemets, et où justement les anticipations sont plutôt en faveur d'une stabilisation a priori dans la région, en tout cas on l'espère bien entendu, eh bien le Bitcoin reprend de la force. Disons que il y a déjà eu une forte baisse du Bitcoin et que les grands hedge funds qui participent à ces mouvements de prix ont maintenant plus d'intérêt à la hausse, à jouer la hausse du Bitcoin plutôt que la baisse, étant donné que le Bitcoin a déjà bien baissé, et à opérer une première rotation d'actifs comme l'or vers le Bitcoin, et qui effectivement renverse relativement cette tendance baissière vers une tendance de consolidation et une tendance plutôt Alors, de reprise des volumes à la hausse pour le Bitcoin. Alors, Alexandre, j'ouvre une toute petite parenthèse. Je sais que vous êtes à Abu Dhabi. Une petite question un peu presque personnelle. Qu'en est-il en fait de la sécurité sur place? Est-ce que vous vous rendez encore à votre boulot, à votre bureau tous les jours? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, je dirais, du terrain, et comment est-ce que vous vivez cette crise, vous, sur place, en tant que Français installé à Abu Dhabi? Alors, en fait, d'un point de vue de la vie de tous les jours à Abu Dhabi, rien n'a changé. En réalité, il y a une très forte présence militaire à la fois des autorités locales et des alliés occidentaux, qui fait que il y a un dôme aérien de protection très forte, qui fait que les populations n'ont globalement pas été affectées par la guerre à ce jour. On peut espérer bien sûr la même chose par la suite, mais il y a énormément d'intérêts occidentaux et bien entendu des Émirats arabes unis eux-mêmes pour faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas avoir ces impacts-là grâce à la technologie et la préparation. Et donc, en fait, la vie de tous les jours n'est pas réellement impactée, à part quelques alertes de précaution. Mais à part quelques petits incidents qui ont ciblé principalement des zones proches de bases militaires, les populations n'ont pas eu d'impact dans leur vie de tous les jours. Maintenant, voilà, il faut rester prudent et bien entendu pouvoir s'adapter en cas de besoin. Les Donc, liaisons c'est aériennes ont ce qu'on repris entre l'Europe et Abu Dhabi? tout à fait. Tout à Ouais, fait. d'accord. Il y a beaucoup de connexions aériennes et puis il y a des pays aussi comme Oman où les connexions aériennes n'ont en fait pas été interrompues du tout. Hmm. Et donc, il y a beaucoup d'options pour pouvoir se déplacer le cas échéant. Yves, comment est-ce lorsqu'on est un investisseur particulier, comment est-ce qu'on navigue dans un marché du Bitcoin volatile? Est-ce qu'il faut acheter, vendre, attendre, rester fidèle à sa stratégie de DCA, hein, très à la mode sur les réseaux sociaux? Que faire dans des marchés volatiles? Oui, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important de toujours garder en tête quand on parle de Bitcoin, c'est que sa volatilité, elle est énorme. Hein, la volatilité du Bitcoin, elle est de l'ordre de 60%. Pour vous donner une échelle de grandeur, la volatilité du CAC 40 est de l'ordre de 16. Donc d'un côté, on a du 16%, de l'autre côté, on a du 60%.
C'est pour ça que, en fait, les événements qu'on a vécus très récemment, la baisse du Bitcoin de 50%, ça ne correspond même pas à une volatilité de baisse. Hein, ça veut dire que quand le Bitcoin baisse de 50%, et en fait il a baissé de moins de 50%, si on regarde les choses à aujourd'hui, c'est comme si le CAC 40 perdait, je sais pas, 12-14%. On ne parlerait pas d'un bear market. Hein, pour moi, effectivement, je ne considère pas qu'on a vraiment encore connu un bear market sur le Bitcoin récemment. Une baisse de 50%, c'est quelque chose qui est business as usual dans le monde du Bitcoin. Un vrai bear market, c'est quand le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000. Hein, il y a quelques années, le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000, il est passé de 60 000 à 15 000. Ça, c'est un bear market. Il y a beaucoup de gens, dont les analystes Tobam, qui pensent qu'on est un peu sorti des cycles de 4 ans. Et je pense que ce qu'on connaît actuellement n'a pas grand-chose à voir avec un bear market. Ce qu'on a vu récemment, ça me rappelle plutôt un élément historique très constant. Hein, c'est que l'actif qui protège le mieux contre le risque géopolitique, c'est encore l'or. Hein, Nathan Rothschild, en 1810, a dit il faut vendre au son du clairon et acheter au son du canon. À l'époque, il parlait des guerres napoléoniennes, mais c'est un adage boursier extrêmement connu. On vend quand il y a des nuages qui s'amoncellent, hein, dans le paysage géopolitique, et quand la pluie se met à tomber, quand c'est le son du canon qu'on entend, c'est le moment d'acheter. Et c'est un peu ce Bah, qu'on a observé, je pense, au courant des 6 derniers mois. Hein, le Bitcoin, il est alors, Yves, attendez, risk on. je vous Ouais. prends en mot, mais s'il faut acheter au son du canon, les cours devraient commencer à se redresser sérieusement. Ah bah, il se redresse sérieusement. Le Bitcoin a touché 60 000 au plus bas, 60 000 $. Aujourd'hui, il est à 72 000. Il a pris à peu près 20% déjà en moins d'une semaine. On a un redressement. En fait, ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, c'est quoi? Les grands mouvements sur ce type de classe d'actifs, ils sont fabriqués par les hedge funds. Hein, avec la hausse j'étais ce week-end, j'ai rencontré pas mal de gérants de hedge funds ce week-end, et ça fait quand même des mois qu'ils jouent la hausse de la tension géopolitique. Et comment ils la jouent, cette hausse? Eh ben, ils achètent de l'or, ils vendent du Bitcoin. Et ça fait 6 mois que ça dure. Hein, au fur et à mesure que la confrontation avec l'Iran devenait probable, ben, il fallait absolument acheter de l'or et vendre du Bitcoin. Et je crois qu'on est arrivé à un stade où maintenant c'est clairement le son du canon. Hein. Alexandre nous l'entend encore plus que nous, mais enfin on en est tous témoins sur la planète. Là, il y a des prises de bénéfices sur l'or. Il y a un gap énorme qui s'est créé entre l'or et le Bitcoin, et qui n'est pas sans rappeler le gap de 2020. Hein. En 2020, quand il y a eu le début de la crise du Covid, le Bitcoin avait pris, l'or avait pris une hausse de 70%, le Bitcoin avait perdu 50%. Et dès que les premières prises de bénéfices ont eu lieu sur l'or, le Bitcoin, lui, il a multiplié son cours par 7. Je crois que si on s'inspire un peu de ce qui s'est passé à l'époque, on voit qu'effectivement, si on utilise des modèles de valorisation sur le Bitcoin aujourd'hui, ceux qu'utilise par exemple BlackRock, hein, Larry Fink, il n'a pas arrêté de dire le Bitcoin devrait valoir 700 000 $. Il ne sort pas exactement son chiffre de sa poche. Hein, ce sont des modèles assez sérieux d'économétrie, hein, qui régressent le cours long terme de la masse monétaire, la taille de la masse monétaire, le cours de l'or, le cours du Nasdaq, et qui font que la fair value du Bitcoin aujourd'hui, suivant ces modèles-là, elle se situe sans doute entre 700 000 et 900 000 $. Donc on Et maintient, je vous interromps, mais donc soit on achète ou à minima on maintient sa stratégie d'investissement chaque mois si jamais vous avez mis en place un plan d'investissement programmé voilà. type DCA. Vous savez, ce qui est passionnant dans la vie, ce sont les déséquilibres. La seule chose qui est intéressante, ce sont les déséquilibres. Hein, vous avez en face de vous quelqu'un de complètement déséquilibré maintenant, et j'atteindrai l'équilibre à peu près 6 mois après mon décès. Mm. Okay, tous les mouvements sont créés par des équilibres, tous les déséquilibres créent des mouvements.
Et le plus gros déséquilibre de la planète aujourd'hui, c'est quoi? C'est le déséquilibre entre les dépenses et les recettes publiques. Ce déséquilibre-là, il aboutit forcément à un mouvement. Soit une hausse des impôts faramineuse qui n'aura pas lieu, soit une baisse des dépenses publiques qui n'aura pas lieu, soit de l'inflation. Donc, ce qui est clair, hein, c'est que ce qui est rare va prendre de la valeur. Et s'il y a une chose qui est absolument rare de manière programmatique, c'est bien le Bitcoin. Acheter du Bitcoin pour vous protéger de l'inflation à venir. Une dernière question, Yves. Vous avez comparé tout à l'heure, ou en tout cas, vous avez rapproché Bitcoin et or. On peut aussi rapprocher en fait Bitcoin et valeur tech. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est plus proche de l'or numérique, de l'or numérique, ou est-ce que c'est de la tech en fait? Et donc, quelle évolution en fait du Bitcoin par rapport au Nasdaq? Voilà, ça c'est une question qui est très intéressante. Souvent, on pense qu'il y a une certaine corrélation de court terme entre le Bitcoin et le Nasdaq. Hein, elle est indéniable. Sur le long terme, ils ne sont absolument pas corrélés. Mais sur le long terme, il y a une forme de corrélation. Elle n'est pas due au fait que le Bitcoin est un élément technologique. Ce qui est intéressant dans le Bitcoin, c'est quelque chose qui est le stockage de la valeur. Ce n'est pas vraiment quelque chose de technologique. Ce qui rapproche le Bitcoin du Nasdaq, c'est deux choses. C'est que le Bitcoin, c'est quelque chose qui est un projet. Donc, il est clairement tourné vers la croissance. Et c'est un marché qui est très animé par le retail américain. Hein, c'est le retail américain qui a été le premier adopteur du Bitcoin. Et effectivement, tout ce qui fait du bien au retail américain va faire du bien au Nasdaq et au Bitcoin pour des raisons différentes. Et tout ce qui fait du mal, hein, et qui refroidit le retail américain va faire du mal au Nasdaq et au Bitcoin pour des raisons différentes. Donc, c'est beaucoup plus des éléments de finance comportementale qui rapprochent le Bitcoin du Nasdaq. Le Bitcoin n'a pas grand-chose à voir avec Nvidia, à part le fait que les actionnaires sont un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes. Alors, Alexandre, on passe aux actualités de la semaine. Stratégie, donc la première stratégie Bitcoin Company aux États-Unis a acheté 18 000 Bitcoins. La question, c'est, moi j'ai une double question. Comment font-ils pour trouver cet argent, puisque ça représente quand même 1,28 milliard de dollars? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, quel impact cette opération peut-elle avoir sur le cours du Bitcoin? Modalité de financement. Alors, Stratégie utilise principalement deux modalités de financement aujourd'hui qui sont l'émission d'actions au fil de l'eau chaque semaine pour ce qu'on appelle un programme d'ATM qui leur permet aujourd'hui d'accumuler environ 60-70% des bitcoins qu'ils achètent. Et ce mouvement-là est permis puisque leur action est valorisée légèrement au-dessus de la valeur de leur bitcoin sur le bilan. Et ensuite, cette prime sur la valeur de leurs actions par rapport au bitcoin sur leur bilan est notamment liée à un élément qui est bien entendu la valorisation par le marché. Et cette valorisation par le marché est liée à la capacité de la société d'émettre ce qu'on appelle du crédit digital, c'est-à-dire des instruments de crédit qui ont comme sous-jacent de protection le Bitcoin lui-même, Stratégie ayant plus de 50 milliards, 60 milliards de Bitcoin sur son bilan, elle est capable d'émettre aujourd'hui près de, et même un peu plus de 10 milliards de dollars d'instruments de crédit pour le bénéfice d'actionnaires, d'investisseurs qui souhaitent avoir une différente forme d'exposition au Bitcoin. Et c'est là le nouveau instrument de levée de capital de Stratégie, notamment le produit qui s'appelle Stretch, STRC, qui permet aujourd'hui d'offrir un rendement de l'ordre de 10% avec une volatilité proche de zéro à travers une action préférentielle perpétuelle qui peut être comparable à des fonds monétaires qui, eux, ont un taux d'intérêt de l'ordre de 3 à 5% au mieux, là où Stratégie est capable de fournir 10% de rendement. Et avec STRC, Stratégie est aujourd'hui capable d'accumuler près de 3000 BTC par semaine, ce qui est tout à fait significatif, et maintenant même peut-être 3000 BTC par jour, ce qui est d'autant plus significatif. On a des records de volume. Il y a à peine une semaine, on parlait de 100 millions d'euros de volume par jour. On est déjà aujourd'hui à 600 millions, 700 millions d'euros par jour,
qui permet à Stratégie d'absorber quasiment 20-30% de ces volumes-là et de les transformer en Bitcoin sur son bilan, et qui transforme de manière structurelle l'offre et la demande sur le marché. Yves parlait tout à l'heure du fait que les analyses font qu'on pourrait penser qu'il n'y aura plus de cycles comme on les a connus par le passé. Et bien précisément, puisque ces cycles étaient marqués notamment par l'offre fournie par les mineurs de Bitcoin qui représentent aujourd'hui à peu près 3000 Bitcoins par semaine, là où Stratégie est maintenant capable d'en acheter près de 20 000 par semaine. Non, Et Alexandre, donc, il y a... pour que je comprenne bien, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'un seul acteur, Stratégie, peut impacter et peut influencer directement le cours du Bitcoin par ses achats sur le marché? Oui. C'est un déséquilibre notable qui est tout à fait intéressant, comme le mentionnait Yves. C'est un déséquilibre qui est une différence de x6 entre l'offre naturelle nouvelle en circulation des mineurs de Bitcoin, qui d'ailleurs n'ont pas non plus l'obligation de vendre, mais qui vendent traditionnellement une bonne partie, et la demande naturelle d'un seul acteur, Stratégie, qui achète lui pour de l'ordre de 18 000 Bitcoins en une seule semaine. Et il y a un site qui est maintenant assez connu, qui s'appelle STRC Live, qui permet de visualiser au jour le jour les nouveaux achats de Bitcoin qui sont permis par le produit Stretch pour Stratégie, et qu'on estime déjà aujourd'hui à de l'ordre de 5 à 10 000 Bitcoins, déjà rien que cette semaine à nouveau. Et il faut rajouter à ça l'ATM en action que Stratégie est capable d'émettre. Et donc, il est probable que Stratégie, à nouveau, soit capable de lever de l'ordre de 10 000 à 20 000 Bitcoins ce lundi prochain à travers les achats réalisés cette semaine, ce qui est tout à fait significatif et transforme la configuration du marché. Il faut se rappeler que les ETF BlackRock avaient commencé à dépasser la détention totale de Stratégie, et qu'avec ce produit et le succès de ce produit, Stratégie est à nouveau en train de se rapprocher et même va peut-être dépasser à nouveau l'intégralité de la demande des ETF BlackRock de Bitcoin, ce qui est tout à fait significatif pour une seule société. Yves, votre fonds Tobam investit dans des sociétés de l'univers crypto. Donc, j'imagine que vous investissez dans des Bitcoin Treasury Company, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe. Est-ce que vous le confirmez? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dresser un tout petit peu le portrait des grandes familles de titres dans lesquelles vous investissez? Ok. Donc on n'investit pas dans la crypto, dans les actions corrélées à la crypto en général. C'est un peu ça le choix qu'a fait Tobam. Tobam a choisi d'investir plutôt dans des actions qui sont corrélées au Bitcoin directement. Hein. On croit beaucoup à la finance décentralisée en général, mais on croit que l'actif qui s'apprécie, c'est plutôt le Bitcoin. Et notre boulot, à nous, c'est d'apprécier l'épargne, de faire que l'épargne qui nous est confiée s'apprécie. Et donc on s'intéresse plutôt au Bitcoin. Donc comment on fait? On choisit des titres qui ont une corrélation au Bitcoin. On vérifie que cette corrélation, elle n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est bien le fruit du business que mènent ces entreprises, et on fabrique un portefeuille qui minimise en quelque sorte la distance au Bitcoin. Quel type de portefeuille, quel type d'action on va avoir? On va avoir des boîtes, des mineurs. Si vous voulez vous investir dans l'or, vous allez acheter des mines d'or. Si vous voulez vous investir en Bitcoin, vous allez acheter des mineurs de Bitcoin. Il y en a des très grands qui sont cotés dans le monde entier, surtout en Amérique du Nord, by the way. On va acheter des plateformes du type Coinbase. On va acheter des technologies. Nvidia était une des plus grosses lignes du fonds de Tobam à l'époque où Nvidia avait comme principal client les mineurs de Bitcoin, et on va acheter évidemment des Bitcoin Treasury Companies du type de MicroStrategy, enfin de stratégie maintenant, du type de Capital B, du type de Metaplanet, etc. Ce sont un peu ces grands secteurs-là qui vont être présentés dans notre portefeuille. On a des fonds plus spécialisés, destinés aux institutionnels, qui eux ne vont s'investir que dans les émissions d'entreprises, de treasury companies. Ce sont des fonds plus spécialisés qui sont destinés aux institutionnels, eux.
Merci Yves. Autre actualité, cette semaine, le Nasdaq a annoncé une collaboration avec Kraken pour permettre l'accès à des actions tokenisées via Xtox avec la possibilité de trader ces actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Yves, la tokenisation des actions représente-t-elle l'avenir des marchés financiers et surtout qu'est-ce que ça peut apporter notamment au retail, aux investisseurs particuliers? Alors, qu'est-ce que c'est la tokenisation? Un token en français ça s'appelle un jeton. Donc un Bitcoin c'est un jeton, un Ether c'est un jeton. Et il y a des gens qui ont dit, ben voilà, on va prendre les titres de LVMH et on va les tokeniser, on va en faire des jetons. Alors c'est quoi la valeur ajoutée d'un jeton par rapport à un titre habituel? Si aujourd'hui moi j'achète un titre en bourse LVMH et que vous le vendez, aujourd'hui entre moi et vous, il y a 15 intermédiaires. On les a comptés à Tobam, il y a exactement 15 intermédiaires. Entre la personne qui va prendre le... je ne peux pas vous les énumérer tous, mais il y a le courtier, il y a il y a le dépositaire, il y a la banque. Voilà. Et à la fin, vous faites il y a le marché financier. Il y a le marché. Et à la fin, vous avez 15 intermédiaires. Vous allez traiter sur un marché qui est ouvert 5 jours par semaine, qui est ouvert 8 ou 10 heures par jour au maximum. Si aujourd'hui vous traitez du Bitcoin, vous allez le faire de pair à pair. Moi, je peux envoyer des bitcoins directement à Alexandre, il peut m'envoyer la contrepartie des bitcoins directement à moi, sans aucun intermédiaire. On va pouvoir, ces titres, ces bitcoins, ils peuvent être envoyés de Tokyo, de Tombouctou, de Toulouse, de manière immédiate, toujours sans intermédiaire, alors que si un épargnant à Tombouctou veut acheter un titre LVMH, c'est déjà un peu plus compliqué. La troisième chose qui est extraordinaire, c'est qu'on pourra on peut avec la tokenisation, vu que c'est complètement digital et que c'est complètement, ça utilise ce qu'on appelle la technologie des smart contracts, on va pouvoir faire des produits dérivés extrêmement simples. Alexandre, qui aura le token LVMH, va pouvoir me vendre le dividende de LVMH de l'année 2027. En fait, alors, moi je dis souvent... ouais. Non, j'imagine, Yves, je vais prendre un exemple très concret, ça permet aussi la décimalisation. Parce qu'aujourd'hui, vous preniez l'exemple effectivement d'un titre LVMH. Alors, on doit être autour de 500 ou 600 euros, je n'ai pas regardé ce matin. Mais effectivement, aujourd'hui, sur Euronext Paris, si on veut acheter un titre, il faut mettre sur la table 500 ou 600 euros. On ne peut pas acheter une demi, un tiers d'un titre ou un dixième d'un titre LVMH. D'ailleurs, ce qui pose beaucoup de problèmes en pratique lorsqu'on veut investir 100 euros par mois sur les marchés financiers, puisque en France, en fait, effectivement, il n'y a pas de décimalisation des titres, il y a ni des ETF, d'ailleurs, il y a une décimalisation des fonds d'investissement. Et donc voilà, donc ça serait un atout supplémentaire, je vous ai interrompu, mais voilà, de la tokenisation. Et ce qu'ont annoncé les États-Unis, c'est qu'effectivement, la totalité des valeurs mobilières qui sont cotées aux États-Unis, un jour seront tokenisées. Quand je dis un jour, normalement, le calendrier, c'est dans 3 ans. Il y a des entreprises telles Nasdaq qui ont même annoncé qu'elles étaient prêtes dès aujourd'hui. Et ça, c'est une révolution, mais qui est complètement disruptive, si vous voulez, dans la manière dont vont être organisés les marchés financiers. Il y a des métiers qui vont complètement disparaître. Il y a des métiers nouveaux qui vont apparaître. Il y a une réactivité, il y a une liberté qui va se créer, qui va faire que l'épargnant français ne sera pas cantonné au titre que lui propose son intermédiaire financier, mais il pourra acheter tous les instruments qu'il a envie d'acheter. Et ça, comme on le sait, la liberté, c'est un vecteur énorme de développement. Et cette liberté que va offrir la tokenisation va complètement révolutionner les marchés financiers. Qui c'est qui va en profiter ? Ce sont les usagers, les épargnants et évidemment les entreprises qui, les premières, auront compris qu'il faut arrêter de vendre des carrosses, mais qu'il faut se mettre aux voitures. Merci Yves. Autre actualité, l'AMF a publié un article pédagogique destiné aux épargnants pour expliquer le fonctionnement des Bitcoin Treasury Companies et les points de vigilance pour les investisseurs. Alexandre, je me tourne vers vous. Les régulateurs commencent-ils à s'intéresser aux Bitcoin Treasury Companies ?
Oui, alors effectivement, j'invite à lire cet article hein, qui, à mon sens, est un point très positif puisque ça démontre que le sujet est pris au sérieux par les régulateurs et que les régulateurs s'y intéressent de près. Et en fait, depuis le début, Capital B a travaillé main dans la main avec l'AMF à chaque fois qu'on fait des communiqués de presse, etc. Alors parfois, ça prend bien sûr un peu plus de temps, mais en fait, c'est quelque chose qui est très positif puisque on avance ensemble dans cette direction, en fait, de transformation digitale des marchés de capitaux. Et eh bien, il y a des risques à prendre en compte. Et c'est le rôle de l'AMF d'alerter, bien sûr, les investisseurs sur ces risques qui sont bien sûr liés à la volatilité du Bitcoin, qui sont liés à la volatilité des sociétés qui décident de capitaliser leur bilan sur le Bitcoin et qui sont aussi liés bien sûr à la nécessité pour chaque investisseur de s'informer avec les communications financières des sociétés. Et donc, à mon sens, c'est quelque chose de très positif puisque ça permet à tout un chacun d'avoir une réponse des régulateurs quant aux risques liés à des sociétés qui décident d'utiliser le Bitcoin comme actif de trésorerie et qui auparavant ne pouvaient peut-être pas avoir accès à une réponse dédiée par les régulateurs. Donc, c'est très positif. On rappelle bien sûr que, comme le mentionnait Yves, l'AMF a été un régulateur tout à fait innovant et précurseur de l'adoption du Bitcoin en Europe. Hein. L'Europe a copié même les régulations qu'avait réalisé le régulateur européen pour s'inspirer et réaliser la régulation MiCA. Et donc, on a la chance en France d'avoir un régulateur en fait à la pointe des innovations technologiques. Et ça, c'est un avantage également pour Capital B, bien entendu, d'être dans un pays avec un régulateur qui s'approprie des innovations technologiques. Quel est, Alexandre, donc vous êtes directeur stratégie Bitcoin de Capital B, donc coté sur Euronext Paris. Quel est aujourd'hui, je dirais, l'écart entre la capitalisation boursière de Capital B et la valorisation en fait des Bitcoins que vous avez en portefeuille? Alors, pour calculer ce ratio, la manière appropriée de faire ce calcul est de prendre non seulement les actions qui ont déjà été émises, mais également les actions qui pourraient être émises dans le futur à travers des instruments d'obligations convertibles en actions, par exemple libellés en Bitcoin, comme ce que l'on a fait l'année précédente. Et en faisant ça, eh bien, on a ce qu'on appelle un multiple de 1,9 de MNAV, le multiple de la Net Asset Value, qui est le multiple de la valeur nette des bitcoins sur le bilan. Et ce multiple aujourd'hui est de l'ordre entre 1,5 et 2. Et donc, il y a une valorisation par le marché du potentiel futur de la société à pouvoir augmenter la valeur par action à travers une augmentation du nombre de bitcoins par action notamment. Et cette prime est à la fois, bien sûr, d'une part, une forme de risque pour un investisseur, puisque cette prime peut être réduite, bien entendu, et aussi une forme d'opportunité, puisque cette prime peut être augmentée et peut même être remplacée par une augmentation du Bitcoin par action égale, voire supérieure dans le temps. Et donc, c'est toute la capacité de la société, au fil du temps, à transformer cette prime en valeur nette de Bitcoin par action sur le bilan, qui fait la valeur ajoutée d'une Bitcoin Treasury Company à pouvoir amplifier la performance du Bitcoin dans le temps pour les investisseurs à travers cette augmentation de Bitcoin par action, qui est une forme d'effet de levier additionnel pour les investisseurs à condition d'être conscient, et c'est mentionné dans le papier de l'AMF, du facteur de long terme qui est nécessaire pour tout investissement par ailleurs. Alors, dernière actualité, Alexandre, et ensuite on reviendra sur Yves pour la présentation d'un ou deux fonds destinés en particulier au retail. Metaplanet élargit sa stratégie et a annoncé la création de 2 nouvelles filiales. Metaplanet Ventures, dédiée au venture capital avec un programme d'investissement de 4 milliards de yens dans l'écosystème Bitcoin et stablecoin. Et Metaplanet Asset Management,
basé aux États-Unis qui va développer des produits d'investissement liés au Bitcoin. Pourquoi cette information ou cette actualité est importante, Alexandre? Oui, alors il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle de 4 milliards de yens, mais il y a 4 beaucoup milliards de de yens qui ont yens. été oui, oui, mais il y a beaucoup de yens qui ont été imprimés. Et en fait, ça représente C'est 25 25 millions de dollars, non, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, à l'échelle de Metaplanet, qui pèse quand même plusieurs milliards de Bitcoin sur son bilan, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement transformationnel en termes de taille. Et en revanche, c'est quelque chose qui leur apparaît comme étant important au Japon pour structurer un écosystème qui n'existe pas. En fait, il y avait un échange, une plateforme d'échange de Bitcoin qui était très connue au début des années 2010 et qui a malheureusement fait faillite, qui s'appelait Mt. Gox, et qui a marqué le Japon, et ça a laissé une empreinte qui a fait que l'écosystème ne s'est pas tant développé que ça par la suite. Et donc Metaplanet, il voit une opportunité de contribuer au développement de cet écosystème à travers un fonds de venture qui est tout à fait raisonnable par rapport à leur taille, et qui, selon eux, peut contribuer à leur capacité à continuer à toucher un public toujours plus large pour continuer à déployer leur stratégie. Et par ailleurs, la nouvelle filiale aux États-Unis, elle a vocation, a priori, à développer leur stratégie qu'ils ont déjà commencé de génération de revenus au-dessus du Bitcoin pour une part qui est tout à fait segmentée et transparente pour le marché, qu'ils ont fixé à environ 5 à 10% des bitcoins qu'ils ont levés pour développer des revenus autour du bitcoin. Et ils ont l'ambition de lancer visiblement des produits autour de la gestion d'actifs, autour des dérivés autour du bitcoin et même du secteur des Bitcoin Treasury Companies. Alors, certains y voient une potentielle distraction par rapport à la clarté du modèle de stratégie qui est très focalisé sur justement cette émission de produits de crédit digital, qui est l'approche plutôt de capital B. Et certains y voient aussi une forme de potentielle valeur ajoutée dans le temps, qui permet à la société d'avoir davantage d'indépendance dans la génération de nouveaux bitcoins par action. Et donc, on peut espérer que l'exécution de Metaplanet sera positive et qu'elle dépassera le potentiel du bitcoin. Historiquement, c'est très difficile de battre le bitcoin lui-même, mais en tout cas, on leur souhaite de réussir. Alors Yves, la question, vous m'avez la cheville est facile. Je dirais d'abord est-ce que vous réussissez à battre les performances du Bitcoin avec vos fonds, Yves? Et puis ensuite, est-ce que vous pourriez nous présenter, je dirais, votre fonds le plus successful, notamment pour cette clientèle de retail? Très bien. Alors, est-ce qu'on y arrive? La réponse, elle est très simple. Quand le Bitcoin monte, on n'y arrive pas. Quand le Bitcoin baisse, on y arrive. C'est très très simple. Tous ces fonds-là, quelque part, ils ont vocation à réduire un peu le risque aussi. Et le risque, il s'exprime de deux manières, par une forte hausse ou par une forte baisse. Et ben, la plupart des fonds arrivent à effectivement battre facilement le Bitcoin quand il baisse, ont plus de mal à le battre quand il monte. Cela dit, le fonds de Tobam, par exemple, en 2025, il a eu une hausse de 33%. Quand le Bitcoin a plutôt eu une baisse assez significative au courant de 2025. Donc, donc vous voyez, c'est une nouvelle illustration du fait qu'on peut le battre quand il monte, on peut même le battre à plat de couture, plus 33% de hausse sur 2025, et c'est une énorme performance. En 2024, on avait fait 60% de hausse. Et là, le Bitcoin, effectivement, avait fait plus que 60% de hausse. Donc, si on regarde un peu les 3 ans de track record de ce fonds, comment s'appelle-t-il ce fonds? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tobam Global Blockchain Equity Strategy. Et c'est un fonds... ouais, et quel est d'abord... Est-ce qu'on le trouve chez tous les principaux courtiers retail? Et quel est l'encours du fonds aujourd'hui? Quel est l'encours du fonds? Aujourd'hui, la stratégie, elle doit faire une 50aine de millions. C'est assez faible, parce que évidemment, c'est pas une distribution qui est extrêmement encouragée par les distributeurs classiques. C'est un fonds qui est agréé partout, comme je vous l'ai dit, qui fait à peu près, il a à peu près 2 ans et demi de track record.
hein, il fait légèrement plus de 200% de hausse en 2 ans et demi. Sur la période, il bat le Bitcoin, mais c'est parce que le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, a eu un accès de faiblesse récemment, mais je suis assez certain que dans 3 mois, les choses auront changé. Donc, c'est un fonds en actions internationales, j'imagine, avec une Tout à fait. Il n'y a surexposition pas d'effet en de levier. actions. Pas d'effet levier, avec une Voilà. surexposition en actions américaines, j'imagine aussi. Forcément, il n'y a pas beaucoup d'actions françaises, à part Capital B, Donc, c'est du sur lequel on est investi, 70-80%, évidemment. 90% en actions américaines? C'est à peu près 80% en actions américaines, et après, il y a des actions asiatiques et quelques actions européennes. D'accord. Bon, Voilà. écoutez, je vois que l'heure file. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Alexandre. Merci Yves pour ce point sur le marché et les différents supports d'investissement que vous pouvez utiliser si vous souhaitez vous exposer au Bitcoin. J'en profite pour vous présenter donc la dernière couverture du revenu, d'ailleurs, qui est une couverture, vous voyez, je vais mettre bien devant moi, vous voyez, très techno, gagner plus IA, robotique, algorithme. On aurait pu ajouter actifs numériques, Bitcoin, gagner plus avec la science. C'est vrai que le revenu, vous le savez, c'est des conseils de bon sens pour bien gérer votre épargne. En matière d'épargne, en matière de patrimoine, il faut savoir rester classique, mais il faut savoir aussi innover. C'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire Weekly Bitcoin. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, environ même heure et en tout cas même jour, et à bientôt. À très vite. Merci beaucoup Alexandre. Merci.